Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce MIM, donc matinée de l'info, sur les métiers des énergies décarbonées, nucléaire et hydrogène. Donc, je me présente, Magali, je suis conseillère information métiers et formation à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie. Et effectivement, du 3 au 28 mars, en fait, l'agence organise avec l'Académie de Normandie et ses partenaires des matinées infométiers, donc du 3 au 28 mars, sur différents secteurs pour découvrir effectivement ces filières et les métiers autour de ces filières. Donc, je vais dans un premier temps vous présenter un petit peu comment ça va se passer sur ces 45 minutes que l'on va passer ensemble. Donc, nous accueillons en fait apparemment une classe donc, de terminale STI 2D. Donc, vous êtes déjà sensibilisés effectivement à ce secteur. Mais comme ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver, hein, je vous montrerai un petit peu tout à l'heure effectivement à quel endroit. Et puis, donc, il pourra être visionné aussi par toutes les personnes finalement qui sont intéressées par les métiers des énergies décarbonées avec un focus sur le nucléaire et l'hydrogène. Donc, comment ça va se passer? Dans un premier temps, en fait, je vais vous présenter un petit peu les grandes lignes effectivement de ce qu'on appelle derrière, ce qu'on entend derrière métier des énergies décarbonées. Et ensuite, Vincent Brosseau, qui travaille à l'Agence régionale de l'orientation autour de l'attractivité justement des métiers des énergies, vous fera une présentation beaucoup plus détaillée du mix énergétique bas carbone, dont vous avez déjà entendu parler et que je vais présenter aussi tout à l'heure. Et nous pourrons accueillir également donc Johan Malo, manager délégué de la chimie, qui travaille donc à la centrale de Panly et qui pourra nous parler de son parcours, de son métier surtout, de son expérience chez EDF. Et ce sera la possibilité pour vous après de poser des questions. Vraiment, il ne faut pas hésiter, même si le son apparemment ne fonctionne pas, pour que effectivement on puisse répondre à vos interrogations. Il n'y a pas de questions bêtes du tout. Et donc voilà comment ça va se passer. Alors dans un premier temps, très rapidement en fait, pour reprendre un petit peu, présenter ce secteur, enfin peut-être de l'énergie globalement. Donc l'énergie est présente partout, hein. Nous en avons besoin pour vivre, pour nous chauffer, nous éclairer, pour faire fonctionner nos appareils. On va distinguer, comme on le voit sur le schéma, trois sources d'énergie principales, les énergies fossiles, l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables. Ce qu'on entend par énergie renouvelable, la biomasse, l'éolien, géothermie hydraulique solaire, toutes les énergies qui vont se former, se reconstituer finalement plus vite qu'elles ne sont consommées. Et en fait, quand est-ce qu'on va parler d'énergie décarbonée? Pour l'énergie finalement qui ne va pas émettre de dioxyde de carbone, en schématisant bien entendu. Et en fait, toutes les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire finalement sont des énergies sont considérées comme décarbonées. Vincent reviendra peut-être dessus par rapport à sa présentation. Et ainsi, en fait, la production de l'énergie à partir de toutes ces sources va constituer ce qu'on appelle le mix énergétique. Et Vincent a vraiment fait un focus sur comment ça se manifeste finalement en France et particulièrement justement en Normandie. Vous y avez été sensibilisé, bien entendu, dans votre filière, mais ce sera l'occasion d'en parler un peu plus en avant. Et donc, autour de ça, on va avoir des métiers finalement qui vont euh, être autour de la conception, à la fabrication, en passant par la maintenance. Et tous ces métiers-là, en fait, sont nombreux. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Alors, pour présenter de façon assez généraliste le secteur de l'énergie, je vais vous proposer une vidéo que vous pouvez retrouver sur notre plateforme Destination Métier, que je vous présenterai également donc à la fin de ce webinaire. Alors. On couvre toutes les énergies, qui soient d'énergie fossile, pétrole et gaz, nucléaire, mais aussi toutes les énergies renouvelables, donc solaire, éolien terrestre, éolien offshore, biomasse, hydrogène, et ce qu'on appelle les usages de l'énergie. Et ça, c'est très important parce que les métiers de demain et déjà d'aujourd'hui sont aussi dans ces usages. Les usages, c'est la mobilité et toutes les mobilités, c'est le stockage de l'énergie. C'est également l'énergie qu'on ne consomme pas, l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique, et puis les réseaux qui sont des réseaux gaz et des réseaux électriques. Voilà, et donc c'est tous ces réseaux intelligents et les interconnexions. On
on a de nombreux métiers qui sont à la fois des métiers d'opérateurs et puis des métiers très liés au numérique. Typiquement, on est dans le pilotage d'installation, le pilotage de plateformes et du coup, il faut maîtriser les énergies, les fluides, l'éclairage, tout ce qui est lié à l'énergie. Et du coup, il y a aussi des métiers liés à la digitalisation. Le métier phare, c'est le bac+2, c'est le technicien d'exploitation, de maintenance. Alors on le retrouve un peu partout dans l'industrie, mais c'est vraiment caractéristique. Et ce métier-là, il est transversal à toutes les énergies. Que vous soyez dans l'éolien terrestre ou dans les réseaux de chaleur, par exemple, c'est un métier de technicien bac+2. J'ai un bac professionnel, EIE, équipement installation électrique. Puis après, j'ai travaillé dans le privé, puis après j'ai postulé chez Enedis. Alors mon travail il est assez polyvalent. Je peux être amené à rester au bureau à préparer des chantiers, des préparations, à identifier des câbles haute tension, basse tension, à faire du dépannage. Donc j'ai une astreinte par mois, une semaine d'astreinte par mois. Donc on reçoit les appels des clients et on fait du dépannage 24 heures sur 24. Moi ce qui me plaît c'est qu'on ne fait jamais la même chose. C'est assez aléatoire. Vous pouvez faire du dépannage chez le client et après vous retrouvez en haut d'un poteau, dans une nacelle ou dans une fouille. On peut faire de longues carrières et de belles carrières, c'est ça qui est intéressant. Et on peut passer d'un métier, on voit des tas de gens qui commencent sur les terrains et qui commencent opérateurs et qui évoluent parce qu'il y a des formations à l'intérieur de nos entreprises et des grands groupes. Et puis vous pouvez aussi démarrer dans un grand groupe, aller dans une petite entreprise. Il y a vraiment matière à évoluer. Alors, alors après cette présentation assez générale finalement sur le secteur des énergies, je vais laisser la parole à Vincent Brosseau qui va plus nous parler effectivement du mix énergétique bas carbone avec un focus sur le nucléaire effectivement et l'hydrogène. Je te laisse la parole, Vincent. Et les métiers assortis. Bonjour oui, tout à fait. à vous tous et toutes. Je ne sais pas si une population féminine importe dans la classe significative, mais ce serait bien, puisque ce sont des métiers mixtes, faut pas l'oublier. Sur mon parcours, rapidement, donc moi j'ai fait une école d'ingénieur à Caen, à l'ENSI de Caen, j'ai été embauché au départ, mon premier métier, j'apprenais à piloter une centrale nucléaire, j'étais formateur à la conduite des centrales nucléaires, et j'ai travaillé beaucoup ensuite avec le milieu industriel, en développement industriel, l'accompagnement des entreprises dans leurs projets de développement, côté commercial, côté achat, sur des postes de management, d'expertise, de stratégie, et sur de la politique industrielle. Donc, c'est une vision prospective d'adéquation entre les capacités des prestataires et les besoins de l'entreprise. Donc, pour s'assurer que sur les 10 années à venir, les deux matchent bien, puisque nous sommes dans des filières où ce qui est important, c'est la pérennité des prestataires, c'est d'avoir une vision claire sur le sujet et stable dans le temps. Donc, j'interviens dans le cadre d'un programme en Normandie qui s'appelle 3NC, c'est-à-dire Normandie Nucléaire Nouvelles Compétences. Donc, je travaille sur l'attractivité des métiers du nucléaire, puisque les métiers, il y en a beaucoup, dans tout secteur d'activité, puisqu'il y a des spécialistes en nucléaire, mais pas que, loin s'en faut, puisque plus de 80% des métiers sont des métiers d'industrie. Des métiers de tuyauteur, de robinettier, de soudeur, de chimiste. Il y a beaucoup de métiers, il y a des métiers tertiaires, d'accompagnement, il y a du back-office, il y a de la logistique, c'est un sujet très important dans l'installation. Donc, c'est vraiment très varié. Et en fait, la Normandie contribue, dans le cadre du plan de relance France 2030, à l'attractivité de tous ces métiers qu'il peut y avoir dans le nucléaire. Ce que je dis souvent, j'ai fait 35 ans de carrière dans le nucléaire. Et les gens que j'ai pu rencontrer jeunes, généralement, ils sont toujours dans la filière. Ils ont pu changer d'entreprise, changer de métier, ils ont évolué, ils ont eu des parcours chacun différents, mais c'est une filière généralement où on reste.
L'énergie décarbonée, elle est de plusieurs sources. Donc, si on regarde la répartition des énergies en France actuellement, alors ça, deux slides qui vont se ressembler, mais légèrement différents. Donc là, ce sont les puissances installées. J'expliquerai après la différence. Donc, on voit que sur le slide précédent, sur les puissances installées, on a 41% de nucléaire en puissance installée. Ensuite, de l'éolien, du thermique, de l'hydraulique, du solaire et un peu de bioénergie. Voilà, c'est la répartition des différentes sources d'énergie en France actuellement. Ce n'est pas les derniers chiffres parce que ça évolue d'une année sur l'autre en fonction de l'enseignement, de la capacité du parc à produire, d'un certain nombre de paramètres. Et si on passe effectivement sur la slide suivante, nous serons sur la puissance produite. On voit là, la part, les répartitions ne sont pas les mêmes. Parce qu'en fait, dans la production, il y a effectivement la capacité à produire, mais il y a le temps pendant lequel ça produit. C'est pour ça que le nucléaire, on dit que c'est une production de base, parce que c'est une centrale nucléaire qui est en production, elle va produire quasiment à 100% de sa production 24 heures sur 24. L'hydraulique, il va dépendre de la gestion de l'eau. L'éolien, il va dépendre du vent. Voilà, le solaire, il va dépendre de l'ensoleillement. Bon, c'est basique, mais en fait, les taux de production ne sont pas du tout les mêmes. Sur le nucléaire, on est autour de 75-80% selon les années. L'éolien terrestre, on sera plutôt autour de 15-20%, et on espère sur l'éolien offshore passer sur 25-30%. Donc, c'est le temps de production, en fait. Donc, on voit qu'il faut bien avoir ces deux paramètres, la capacité à produire et le temps pendant lequel ça produit. Et c'est vraiment deux données très importantes sur la gestion des énergies. Et c'est bien pour ça qu'on parle de mix énergétique, parce qu'on voit qu'on peut pas, si on fait que de l'éolien, on peut être en difficulté. Quand on a des périodes, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de bruit, il faut trouver une autre source d'approvisionnement. Donc, et puis le nucléaire est très bien pour la production de base parce que c'est très constant, mais il y a ce qu'on appelle les variations de charge. Vous allumez la lampe, vous l'éteignez, vous allumez un radiateur, vous l'éteignez, mettez un phare à repasser, une machine, vous démarrez une pompe sur une usine, ça va consommer plus, puis après vous la coupez, ça consomme moins. Et comme l'énergie aujourd'hui ne se stocke pas directement, même si on fait un peu de stockage artificiel avec l'hydraulique, on a en fait besoin de suivre ces courbes de charge. Donc si on regarde sur le focus sur la Normandie, donc on voit que le nucléaire est quand même très prégnant en Normandie en termes de puissance installée et donc encore plus en termes de puissance produite. Puisque nous avons 3 grands sites nucléaires de production. Ils sont Flamanville, il y a maintenant 3 tranches en service avec le nouvel EPR. Paluel avec 4 réacteurs nucléaires et Penly avec 2 réacteurs actuellement et 2 en construction, enfin dont le chantier vient juste de commencer. Sur l'éolien offshore. Oui, voilà, parce qu'on va revenir dessus après, peut-être. Sur l'éolien offshore, vous voyez qu'il y a beaucoup de projets, donc ça se développe. Alors, ce que vous dites tout à l'heure, c'est qu'on a quasiment 1,5 fois à 2 fois plus de taux de production sur l'éolien en mer, parce que le vent est plus constant, plus régulier que sur Terre. Et on a des puissances installées supérieures, puisque les mâts éoliens terrestres, on va jusqu'à 3 MW par mât. Un mât éolien offshore, on peut aller jusqu'à 7-8 MW. Pour info, les centrales nucléaires type EPR, donc celles qui sont en construction à Dieppe, on sera à 1650 MW installés. Donc, je vous laisse faire le calcul entre le nombre de mâts nécessaires pour avoir un équivalent nucléaire. Mais, je répète, on n'est pas sur tout à fait le même type de production, puisque la durée va être différente. C'est un peu différent. Et 2 technologies comme sur l'éolien offshore, on a à la fois l'éolien posé, donc on met du béton dans le fond de mer et puis on fixe le mât dessus. Et les prochains développements, c'est de l'éolien flottant sur le principe des plateformes pétrolières. Donc auto-stabilisé. Surtout, je me permets d'intervenir si vous avez des questions. Il ne faut vraiment pas hésiter sur la conversation. Oui, je vois qu'il y a quand même 15 élèves sur 22 qui souhaitent travailler dans le nucléaire. Bon, alors, normalement, ils ont des questions. Hein. Alors, on continue. On va peut-être aller sur, effectivement, après les métiers. Voilà. Il y a un autre programme lié aux énergies, c'est l'hydrogène, puisque l'hydrogène est une excellente façon de stocker l'énergie, puisqu'en fait, on utilise l'énergie aux heures dites creuses, c'est là où il y a le moins de besoin de consommation par rapport aux heures pleines, c'est là où il y a le plus de besoin de consommation, où la consommation est la plus forte. Et donc, on peut produire de l'hydrogène qui se produit à base d'énergie décarbonée et qui peut être utilisé par la suite, notamment avec des projets de transport importants pour le train, pour le routier, enfin
puisque le gros avantage de l'hydrogène en carburant, c'est qu'il n'émet que de l'eau. Donc, en termes de déchets, c'est quand même extrêmement intéressant, mais il y a un coût de production élevé pour bien produire de l'hydrogène. Donc, casser des noyaux d'air, en fait. Sur le nucléaire en France, je regarde s'il y a des questions, non, pas encore. Le nucléaire, c'est 19 sites de production, donc il y a eu plusieurs générations. Les premières tranches nucléaires françaises encore en production étaient de type 900 MW, donc c'est la puissance électrique fournie au réseau. Donc ensuite, on a des paliers 1300, 1450, et donc on arrive à l'EPR, on monte à 1650 MW, toujours sur le même principe de réacteur à eau sous pression, qui est la technologie aussi utilisée par les Américains. Sur la source d'énergie pour produire l'hydrogène, c'est l'électricité en fait. Donc l'intérêt Produite par d'avoir les centrales. Pardon? Oula. Produite par les centrales. Produite par les centrales, oui, tout à fait. Donc le nucléaire, c'est aussi c'est le site d'enrichissement parce qu'il faut de l'uranium enrichi, parce que l'uranium est naturellement radioactif, mais pas suffisant. Donc il faut le concentrer en uranium radioactif pour pouvoir démarrer les réactions en chaîne dans les centrales. Non. Pardon? Il y a aussi le retraitement du combustible, l'usine de La Hague, dans le Nord-Cotentin. Il y a des sites expérimentaux, puisqu'il y a aussi un projet dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un réacteur à fusion nucléaire. C'est pour l'instant, on fait de la fission, donc on casse des noyaux d'uranium. Et l'objectif suivant, c'est de réunir des noyaux, on produit encore plus d'énergie. Je me permets parce qu'il y a des... Vous entendez bien? Il n'y a pas un petit problème de connexion, là? Non? Je sais pas. Moi, je t'entends bien. Ok. Vous m'entendez? Moi, c'est peut-être chez moi. Et dans le nucléaire, il y a aussi d'autres projets, dans la situation politique actuelle encore plus, de construction de sous-marins à propulsion nucléaire, donc à Cherbourg, et il y a aussi des projets de construction de sous-marins à propulsion nucléaire, de porte-avions. La France projette de construire un nouveau porte-avions pour remplacer le Charles de Gaulle. L'emploi dans le nucléaire, donc l'emploi, c'est 220 000 emplois en France. Et le graphe, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour montrer que globalement, on a une augmentation dans les années à venir du nombre d'emplois dans la filière. Puisque le programme, je répondrai à la question juste après, le programme nécessite 10 000 embauches par an, tout métier et tout profil confondu, c'est-à-dire qu'on va du CAP à l'ingénieur. Les ingénieurs, en fait, c'est le RTE qui prend les données du réseau, c'est eux qui garantissent l'équilibre. Donc, c'est le réseau de transport d'électricité parce qu'il y a la production d'électricité, les centrales, qu'elles soient hydrauliques, lianes, nucléaires. Et en fait, ces centrales alimentent le réseau de distribution, le réseau de transport d'électricité, donc le RTE, qui sont les lignes 400 000 volts, les lignes haute tension que vous voyez dans les campagnes, celles qui partent de Penly, par exemple. Et c'est eux qui ont en charge d'assurer l'équilibre entre la puissance appelée par la distribution, donc là c'est Enedis, qui gère le réseau de distribution, donc d'alimentation des entreprises et des particuliers en électricité, qui est sur les branchements, le transport de tous ces réseaux en campagne et en ville. Et c'est le RTE, donc le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, qui suit en permanence, en fait, la consommation et la production. Et ce RTE, par exemple, pour les centrales nucléaires, a la capacité de faire varier entre 5 et 10% la puissance des centrales au niveau national pour équilibrer en permanence le réseau. Donc, ils ont des leviers de pilotage à distance sur quelques pourcents pour ajuster aussi la production. Et donc, c'est le RTE qui va demander de mettre en service, qui analyse en fait en fonction des données météo, ce qui est un facteur clé très important dans la consommation, c'est la météo, et qui analyse en fonction des données météo de prévision quels vont être les besoins en puissance et qui fait appel à des sources de production, ou au contraire, qui demande à des sources de s'arrêter ou de réduire la puissance en attendant d'autres pics de production. Et il y a des heures connues entre les heures de pointe. L'heure de dîner, c'est une heure de pointe, etc. Et c'est effectivement la même chose au niveau européen, puisque l'interconnexion existe avec tous les pays du plateau européen. Donc c'est en Suisse qu'il y a un régulateur en fait, qui régule les différents transporteurs d'électricité et qui ajuste les contributions.
Donc on dit que la France est exportatrice d'énergie, mais ce n'est pas toujours vrai. En fait, elle est globalement exportatrice, mais il y a des heures où elle importe et des heures où elle exporte. Il y a des phénomènes tout simples, c'est par exemple les gens d'Allemagne, d'Europe du Nord, dînent plutôt que nous, plutôt qu'en France. Donc Mm. leur pointe va être une heure avant nous. Et en fait, dans cette heure-là, Mhm. la France va exporter. Et puis après, on va peut-être importer un peu pour compenser, parce que l'heure de pointe sera chez nous. Donc il y a tout cet équilibre qui se fait en permanence au niveau européen. Mm. Alors, est-ce qu'on peut maintenant faire un focus sur les métiers justement par rapport, peut-être en lien avec que tu nous Oui, présentes le chantier EPR2, voilà. même Juste si rapidement, les effectivement, jeunes, ouais, rapidement, et puis peut-être voilà, après l'ouverture du faire chantier de un Panly, focus quand j'ai sur pu les voir métiers. qui Mm. s'est ouvert donc, pour des mises en service entre 2035 et 2037 sur les hypothèses. Les besoins du chantier, ce sera jusqu'à 10 000 personnes en pointe sur le chantier, avec plus de 100 métiers différents, sachant qu'on considère que Mm. dans le nucléaire, il y a quasiment plus de 200 métiers différents. Alors, Les justement, métiers, on peut peut-être, ouais, je continue autour de différentes catégories. Je voilà. peux peut-être aller Donc, directement sur effectivement ces différentes catégories de métiers que oui, j'évoquais au tout début aussi du webinaire, en fait, de la conception à la maintenance, en passant par le oui. support. Mais bon, je te laisse peut-être. Après, pour les jeunes, en fait, vous pourrez revoir en fait effectivement ce webinaire. Donc, vous pourrez euh, regarder plus en détail peut-être les différents métiers qui sont proposés. Mais on va en parler, Sachant, on va continuer d'en parler. voilà, sachant que les métiers, c'est vraiment dans l'ensemble de la filière nucléaire, donc de l'enrichissement au retraitement, en passant par tout ce qui est construction, exploitation des centrales, démantèlement des centrales. Donc, les catégories de métiers, donc je vais vous donner quelques exemples par catégorie. Donc, au début, c'est on conçoit, on recherche. Donc, il faut regarder ce qui se fait ailleurs, c'est de la veille. Il faut concevoir, il faut préparer, préparer le terrain. Donc, c'est ce qui se passe actuellement sur Panly. Il y a des géologues, on fait du réaménagement de site, etc. Ensuite, il faut Mhm. organiser, il faut préparer. Donc, il y a tout ce qui est gestion de projet, planification. Un bon planificateur sur un chantier, vous avez plusieurs milliers de personnes. On en a l'expérience sur Flamanville, c'est extrêmement compliqué, quand ce qui paraît simple quand on le fait à l'échelle individuelle, quand on planifie sa journée. Là, quand on planifie, surtout quand on planifie la coactivité, c'est-à-dire des gens qui ont plusieurs métiers qui ne peuvent pas travailler ensemble, s'assurer qu'effectivement un corps de métier a terminé quand l'autre arrive. C'est des choses assez compliquées et intéressantes. Tout ce qui est méthode, organisation, le contrôle des coûts, parce que les sommes en jeu sont extrêmement importantes parce qu'on est en milliards quand même. Donc, effectivement, il faut du contrôle de gestion et il faut du suivi de contrat parce que le suivi de contrat, c'est Ouais. pas forcément dire c'est la faute de l'autre, c'est dire comment on travaille bien ensemble et comment le contrat se déroule bien. C'est ça l'objectif. Et chacun sait ce qu'il a à faire, quelles sont ses obligations dans un contrat. Et puis, il faut construire, il faut fabriquer. Donc, on a des monteurs, des soudeurs, des tuyauteurs, chaudronniers, électriciens, tous les métiers de la construction dite électromécanique. Il faut essayer une fois qu'on a construit. Il faut avant, en usine, il faut fabriquer. Donc, Mm. il y a beaucoup de métiers autour de construire et fabriquer. Mm. Mais Mm. tout cela doit se faire Mm. dans de très bonnes conditions parce qu'on est dans un environnement Mm. extrêmement sensible en Ouais, termes de sûreté et de sécurité. C'est bien sûr. sécurité des personnes et la sûreté des installations. Mm. Donc, il faut de la qualité, il faut de la surveillance, il faut de l'inspection. Il faut exploiter, donc il faut conduire, piloter une centrale. Donc, c'était mon premier métier, c'était apprendre à piloter Mhm. une centrale. Il faut des chimistes parce que l'eau, la qualité de l'eau est très Mm. extrêmement importante pour pérenniser la durée de vie de la centrale et puis garantir effectivement le bon fonctionnement de l'installation. Et puis maintenir, assurer la radioprotection, la sûreté, qu'il n'y ait pas de pollution donc, et de risques. Et à la fin du cycle de vie, il faut déconstruire des centrales, donc les démanteler. Donc, autour de ça, Donc, il de y a des nombreuses acheteurs, il y a des perspectives. administrations. Voilà Mm. quelques Voilà, exemples des supports. des plus de 200 métiers qu'on peut avoir dans la filière. Ce qui est vrai pour le nucléaire est aussi vrai d'ailleurs pour l'autre ensemble. Et donc, Mhm. simplement pour illustrer les métiers, le top 10 des métiers en tension, on considère qu'il y a 84 métiers dans la filière qui sont dits en tension où les ressources sont justes ou pas suffisantes actuellement. Les zones plus Mm. classiques étant les soudeurs, mais aussi des ingénieurs, des managers, du management intermédiaire pour les gens techniciens, parce que c'est extrêmement important ce management intermédiaire pour le pilotage d'activité. Donc, il y a beaucoup de métiers attendus. Et en Normandie, le génie civil actuellement, puisque c'est le début du chantier, puis après on changera. Donc, des dessinateurs projeteurs, des bobiniers, des câbleurs. Enfin, vous voyez que les métiers, c'est pas forcément des. Il y a tous les métiers. Il y a
autant les intervenants que les ingénieurs. Donc, on est vraiment sur l'ensemble des catégories de métiers. Tout à fait, c'est vraiment très varié. Et je pense que les élèves de terminale STI 2D peuvent trouver effectivement des métiers qui font sens en fait après leur formation. C'est ce qu'on va pouvoir évoquer avec Johan. Juste un Peut-être, petit merci dernier beaucoup. point. Juste un dernier Oui, point, c'est-à-dire oui, oui, qu'effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est de commencer par un premier métier, sachant que ce sont des oui. filières, ce que je vais montrer dans mon expérience aussi, où on peut évoluer, changer de métier. À partir du moment où on comprend son environnement et on sait travailler dans l'installation, tous les possibles sont là. Tout à fait. Merci pour cette présentation, Vincent. Donc, ça permet de faire une transition parfaite avec Johan, qui travaille. Bonjour. Bonjour, Johan, qui travaille à la centrale de Panly et qui va faire écho, je pense, aux propos de Vincent par rapport à son métier, mais également à son parcours. Et c'est vrai que voilà, on ne peut pas vous présenter de multiples témoignages. Maintenant, il y a des messages qu'on veut faire passer. Et là, le premier qui a fait passer, un des messages de Vincent, de commencer par un parcours, par un métier et pouvoir évoluer, je pense que c'est vraiment ce que vous devez retenir, un des éléments que vous devez retenir aujourd'hui. Alors, donc, Johan, est-ce que tu peux nous présenter, nous parler un petit peu de ton parcours déjà? Alors effectivement, c'est une chance de travailler chez EDF. Il faut en avoir conscience. Alors, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé par un CAP BEP, agent de la qualité de l'eau et industrie chimique. À la suite de mon BEP, j'ai pu faire un bac pro industrie de procédés, donc une spécialité génie chimique, voilà, génie des procédés. Mais je voulais pas travailler. J'estimais que j'avais encore besoin d'aller à l'école. Donc j'ai raccroché, comme vous, STI 2D, j'ai raccroché un bac STL. Et à la sortie de mon bac STL, mon objectif, c'était d'être le meilleur pour arriver à continuer mes études et à faire un BTS en alternance. Alors, pourquoi un BTS? Pour arriver avec le diplôme souhaité pour rentrer dans l'industrie. Et l'alternance, parce que pour moi, c'est la voie de l'excellence. L'alternance, ça permet de suivre un cursus initial tout en travaillant dans l'entreprise et avoir un pied dans l'entreprise. Et comme ça permet de vous orienter sur le métier que vous voulez faire. Du coup, suite à ce BTS, j'ai été embauché en tant que technicien chimiste. Et quand je vous dis qu'on a de la chance d'être chez EDF, c'est que on peut vraiment écrire sa carrière. Vous êtes carriériste, vous avez déjà votre plan d'avenir, mais vous n'êtes pas carriériste, vous prenez l'expérience, vous développez vos compétences. Et c'est comme ça que de technicien, je suis rapidement devenu maître d'apprentissage pour pouvoir aider aussi des jeunes à avoir le même parcours que moi. D'ailleurs, je vous mets dans le slide que vous pouvez tous candidater pour des stages sur panly-stage@edf.fr. Donc notez bien cette adresse si vous voulez venir faire un stage de fin d'année ou alors pour votre BTS à venir. Un stage, mais pas de l'alternance, en fait. Oui, il y a des alternants aussi. Alors là, c'est l'adresse du stage. Du stage, oui. Voilà. Parce que je me permets de ce fait, effectivement, les formations supérieures aujourd'hui sont vraiment accessibles, soit en initiale et de nombreuses en alternance, que ce soit le BTS, Oui. le BUT, les licences pro. Oui, Donc, j'étais il moi-même y a en peut-être recrutement hier de deux apprentis pour la chimie. ouais, Donc il y a peut-être des jeunes là, les ouais, dans périodes de la classe. recrutement sont déjà en cours et ça, vous les avez sur EDF Recrute. Et qu'est-ce que vous auriez à conseiller aux jeunes qui veulent faire de l'alternance? Là, je vous Alors le vois là. déjà, je pense qu'il faut avoir mûri le projet parce que l'alternance, on a 2 fois moins de temps qu'un cursus initial pour passer son diplôme. Donc, il faut bien avoir mûri son projet pour être prêt à encaisser l'école 2 fois plus vite qu'un cursus initial. Mais en contrepartie, c'est une chance parce qu'on a un pied dans l'entreprise. On connaît les gens, les organisations, le métier, comment monter en compétences et en plus de ça, on est payé. Donc, aller à l'école en étant payé, c'est quand même très intéressant. Je me doute qu'il y en a beaucoup qui veulent faire de l'alternance, c'est très bien. Mais attention, on prendra que les meilleurs.
Voilà, il faut une certaine maturité en fait. C'est vrai que c'est ce qu'on dit souvent aux jeunes. Oui, C'est intéressant. Ils voient souvent l'aspect rémunération, bah, avantage évidemment. forcément, l'aspect expérience qui est très intéressant. Il y a beaucoup d'avantages, mais il faut être conscient effectivement de la difficulté de savoir gérer son temps parce qu'on devient apprenti, on est salarié donc de l'entreprise et on a moins de vacances et on doit Et voilà. assimiler, Et en comme vous l'avez fait, dit, le parcours. c'est Alors, cette mm, notion qu'il faut avoir quand on fait de l'apprentissage. C'est que oui, on est toujours à l'école, mais on a un contrat avec son patron. mm, tout à fait. Donc en Ouais. fait, l'élève qui à l'école se sent toujours dans le cursus scolaire, se dit tiens, aujourd'hui, j'ai pas envie d'y aller. Mm, c'est pas possible. Ah oui, mais c'est pas réglé avec l'école l'absence. Mm, C'est réglé c'est avec vrai. le patron. Mm, Donc c'est ouais. vu comme une absence. Ouais. Donc il y a cette notion de voilà, école patron. Bah oui, mais attention, quand on rentre dans l'alternance, on n'est plus dans un cursus scolaire. On rentre déjà dans le monde du travail. Donc on a des comptes à rendre. Donc effectivement, on a moins de congés Mm. que quand on est en cursus initial avec les vacances scolaires. Et c'est aussi, attention, au bout des 2 ans de formation, l'apprentissage se termine. Le jeune est diplômé. Mm. Soit tout s'est bien passé, bon, le jeune veut continuer l'école en cursus initial ou apprentissage, il a toujours le choix, en licence pro, école d'ingénieur, tout est possible. Hein. Mhm. Soit ben, les perspectives sont favorables pour une embauche et le jeune peut être embauché. Très bien. Et Alors, est-ce que... donc, Ouais. ah oui, pardon. Non, pas de souci, mais est-ce que vous pouvez nous parler de ce fait de votre métier, enfin, de là, des différents métiers que vous avez faits et Oui. concrètement, en fait. Et en euh, fait, voilà, moi, quand j'ai été embauché technicien, l'idée a été de connaître l'ensemble des métiers que compose le laboratoire. Une fois que j'ai réussi à avoir cette vue d'ensemble, je me suis spécialisé sur un domaine. Donc c'est ce qu'on appelle le laboratoire mesure physique, c'est toutes les analyses. Bon, si vous regardez la série des experts, eux, ils vont beaucoup plus vite parce que c'est le cinéma. Mais nous, on a des temps d'analyse, des préparations d'échantillons. Voilà, je me suis spécialisé sur ces mesures qui sont assez spécifiques. Et suite à ça, j'ai pu devenir ce qu'on appelle dans notre métier haute maîtrise intervention. C'est, on va dire, le super technicien qui s'occupe des affaires complexes, qui aide ses collègues à monter en compétences sur des domaines. Suite à ça, donc c'est la slide suivante. Suite à ça, je suis passé chargé d'affaires. Donc le chargé d'affaires à la chimie, il est en communication avec la salle de commande sur le pilotage de l'installation, sur la gestion des effluents, sur les stratégies de production, la gestion des rejets. Une fois que j'ai fait tout cet ensemble de, on va dire, d'opérationnel, de pilotage, j'ai voulu prendre du recul et prendre la gestion du budget du laboratoire, avec mm, la surveillance des prestataires, la déclinaison des normes. Parce que c'est quand même sympa à 25 ans de se dire je gère un portefeuille de 3 millions d'euros. Ça peut brûler les doigts, peut-être. Ah, non, non. Non? Non, non, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que Oui. effectivement, hein, on a des partenaires industriels, on a des maintenances à réaliser, donc bah, les chiffres montent très vite. Mm, Et suite à ça, bah, je me suis dit, en fait, c'est toujours cette étape de connaître le périmètre et ensuite prendre la responsabilité. Donc tout à fait. après, chargé de préparation, sur la slide d'après, voilà, je suis passé ce qu'on appelle préparateur référent. Et en étant préparateur référent, bah, j'ai pu prendre pour la norme ISO 17025 que vous entendez peut-être des fois dans les communiqués, dans vos boîtes aux lettres, sur les résultats d'EDF, bah, je suis devenu responsable qualité au titre de la norme. Et ça, voilà, ça m'a permis du coup de chapeauter, piloter la partie méthode et tout le management de la mesure. Une fois que j'ai pris cette responsabilité, eh bien, j'étais assez grand pour me dire, bon, bah voilà, je peux devenir manager. Donc, la première étape, voilà, c'est Mm, de devenir manager délégué.
Donc voilà, être en appui au manager parce qu'on est une grosse équipe, on est 40. Donc il faut qu'on se partage l'équipe. Donc le manager a plus le management de la tête haute de l'équipe. Et moi, j'ai le management des techniciens. Voilà. Donc toujours correspondant qualité. Parce que voilà, quand on met le doigt dedans, souvent, ben, on comprend le sens de la qualité et on est embarqué. Et puis voilà, ben, maintenant, 6 ans de manager délégué, je me lance ambassadeur voilà, pour témoigner du parcours. Oui, voilà, ouais, c'est plutôt intéressant. Et en fait, de passer de technicien à quelque chose de, voilà, voilà, à Voilà, la gestion, en fait, plutôt de personnel, qui sont des compétences complètement différentes, voilà. auxquelles vous ne Mais préparez pas forcément le BTS, par exemple, mais l'évolution dans l'entreprise. Bon, là, en l'occurrence, une seule entreprise. Après, ça peut être des parcours dans différentes structures, vous a permis d'accéder à d'autres compétences et d'autres métiers, en fait. voilà. Moi, ma Mm. particularité de chimiste, c'est qu'on ne s'invente pas chimiste. Mm. On a la formation de chimiste. Et c'est ce qui est souvent compliqué quand on fait des reconversions. Mm. En fait, EDF nous permet d'aller sur plusieurs métiers. Oui, oui, tout à fait. Demain, je pourrais être manager du service électromécanique, manager Mm. de l'équipe électricien, par exemple, hein. Mm. En fait, voilà, il C'est faut vrai. trouver la passerelle, Mm. il faut arriver à évoluer et trouver ensuite le poste qui permet de faire passerelle. Et Mm. ensuite, ben, on peut évoluer. Alors justement, là peut-être, non, peut-être pas passer de façon précise, mais que vous puissiez voir les slides et vous arrêter dessus ensuite les jeunes pour vous représenter, ça c'est intéressant effectivement, tous les métiers qui peuvent exister sur la centrale. Ça rejoint ce que nous a présenté tout à l'heure Vincent en termes donc de Mm. secteur de la construction de la centrale finalement jusqu'à euh, l'exploitation et la vente. On a voilà, plusieurs équipes. Je me permets de les passer, si vous voulez bien, ou à moins que vous vouliez, ou à moins, Johan, que tu veuilles commenter, mais ça permet de se représenter effectivement Oui, en fait, alors tous sur le ces métiers. premier, c'était vraiment la partie direction et RH, Ouais, voilà, oui. Mm. les chefs de service et la gestion de projet. Mm. Et sur la Avec les deuxième, fonctions support, oui. oui, et sur la deuxième, voilà, la vision de l'ensemble des services. Mm. Parce que, alors, je vous pose une question, combien, à votre avis, il y a d'électriciens sur un site nucléaire? Il y en a 26, en fait. Mm. Et c'est vrai que bah, quand on regarde l'ensemble de ces services, eh ben, on comprend que bah, pour faire tourner un réacteur nucléaire, eh ben, il faut un service de conduite et pilotage du réacteur. Il nous faut des pilotes, il nous faut du pilotage, il nous faut une amélioration des équipements, tout ce qui est génie civil. Il nous faut des automaticiens pour gérer les régulations. Forcément, les ingénieurs, la fiabilité des installations, on a la réglementation aussi. Et tous ces métiers-là bah, permettent de produire en toute sûreté et qualité notre électricité. Très Voilà. bien. Alors, si on peut conclure peut-être avant, par rapport à votre parcours, à ton parcours, Johan, si un conseil peut-être à donner, si on peut, ou des conseils à donner à nos jeunes qui veulent peut-être s'orienter vers des métiers autour d'une centrale ou les métiers effectivement autour du nucléaire. Mais en fait, moi, simplement, c'est choisir le métier qui vous plaît. Parce qu'il n'y a rien de mieux que le matin se réveiller pour aller faire le métier qu'on aime. Et toujours avoir à l'esprit d'être critique, de se poser des questions et soyez les meilleurs. Soyez les meilleurs parce que c'est en ayant justement ce niveau d'exigence avec vous-même que vous pourrez ensuite faire ce que vous voulez faire. Et je me permets de rebondir peut-être sur ce qui était évoqué dans la petite vidéo qu'on vous a montrée où le métier phare, c'était agent de maintenance. Et la personne, elle disait que le BTS était très demandé finalement de technicien d'exploitation.
en fait, de se rendre compte que c'est valorisé, en fait, ces Oui, formations Bac+2, Bac+3, et qu'elles correspondent effectivement à des métiers de techniciens qui sont demandés aujourd'hui dans une centrale, par exemple, ou même ah dans oui. l'industrie, hein, Vincent, si tu veux Actuellement, rebondir. EDF, pour les techniciens, embauche des Bac+2. Oui, voilà. Bon, après, il peut y avoir des Bac+3 aussi Alors, sur des il peut y industries. avoir des Bac+3, mais on prendra le meilleur des Bac+3. Mm. Et si j'ai 2 CV, 2 entretiens, un Bac+2, un Bac+3, qui me font un même oral, une même présentation, un même entretien, on prendra le Bac+2. Pourquoi? Alors, Parce que le Bac+3, si je le prends, il va falloir que, comme on dit dans notre jargon, il va falloir qu'on lui donne à manger. Donc on va lui donner des tâches plus dimensionnantes, un travail plus important, plus d'expertise, pour le faire évoluer plus vite. Parce que forcément, un Bac+3, ça aspire à aller plus haut. Alors, il y a une question dans le... Il y a oui, quelques questions. Donc, est-ce qu'il y a encore oui. possibilité d'évoluer, monter en grade après être arrivé au niveau de responsable? Eh bien oui, parce que au-dessus du responsable d'équipe, je peux ensuite monter à la strate du dessus, c'est à la strate de service. Mm. Donc là, je Oui, suis sur une gestion de 40 personnes. Sur un service qui englobera plusieurs équipes, je passerai à une gestion de 100-120 personnes. Donc, je peux aller sur de l'expertise, ingénieur chimie, ingénieur effluent, ingénieur déchets. Je peux aller plutôt sur du support, chef de service délégué, mm, appui chef de service, pour aller peut-être après chef de service ou tout à fait, ouais. Ouais, c'est responsable de intéressant. sous-projet pour l'arrêt de tranche, Mm. ou pour... je peux même accéder au service commun de formation. Mm. Ou, alors aussi, je me permets, rester technicien, parce que tout le monde ne souhaite pas changer, évoluer. Moi, j'ai été embauché il y Point. a 20 ans, j'ai des collègues avec qui j'étais technicien qui sont toujours Toujours techniciens. technicien, Voilà. tout à fait. Mm. Et en fait, chacun après Très bien. évolue en fonction de ses aspirations. Bon, merci Alors, beaucoup. alors, juste je finis pour la question. Combien y Oui, a-t-il oui. de femmes dans votre service? Alors, nous, on a à peu Ah, près 60% de femmes dans l'équipe chimie. Et il y a environ 20% sur le site. Oui, ce sont les 20% de équipes femmes les sur plus le site. féminines. Les chimies, c'est là les équipes techniques les ouais, plus féminines. ouais, c'est Oui, vrai. c'est C'est ça. vrai. Mm. Mais c'est intéressant comme question, voilà, parce que c'est vrai que c'est quand même très. On a une représentation très masculine, en fait, des métiers de l'industrie, de l'énergie, du nucléaire. Donc, bon. Mais dans la chimie, effectivement, c'est un peu plus mixte. Bah, tout à fait. Enfin, quoique Et là, on est 60-40, on est presque à l'inverse, en fait, hein. Alors, je vais me il permettre n'y a qu'une de. femme chez les électriciens. Ouais. Donc, Bon, les portes sont ouvertes. oui. Alors, ça me permet de faire une transition aussi intéressante sur quand tu as parlé des conseils justement à donner aux jeunes finalement dans la définition de leur parcours de formation, leur parcours professionnel. Je vais aller assez rapidement parce que nos 45 minutes vont bientôt être atteintes. Alors, c'est bien parce que vous avez posé des questions pendant le webinaire, donc le temps à la fin finalement, donc on ne pourra pas y consacrer. Mais il me reste quelques slides à vous montrer simplement effectivement pour vous dire que vous pouvez, vous connaissez peut-être notre plateforme Destination Métier, qui est une plateforme normande de mise en relation justement entre des personnes comme Johan, qui sont ambassadeurs métiers et qui vont accepter en fait d'échanger avec vous sur leur métier si vous les contactez. Donc en créant un compte sur Destination Métier, vous pourrez avoir le lien directement en revisionnant effectivement ce webinaire. Vous pourrez donc échanger avec plus de, vous voyez, 2072 ambassadeurs. Donc, sur le secteur énergie, on en a de plus en plus, et notamment avec EDF. Et puis aussi, vous avez la possibilité, on a une banque en fait de stages, on a 1822, vous voyez, à l'heure actuelle, ça augmente régulièrement, où ce sont des structures, là, des entreprises, dont EDF, qui ont proposé leurs offres de stage à faire donc pendant le scolaire, hein, pour les troisièmes et les secondes, bien évidemment, mais aussi pour découvrir tout simplement pendant vos vacances scolaires un métier
qui vous intéresse. Donc, il y a une convention sur destination métier que vous pourrez utiliser. Il y a la partie aussi, vous voyez là, s'informer sur les métiers. Alors, je ne vais pas y aller, mais qui va aussi vous permettre d'avoir un ensemble d'informations sur tous les secteurs et notamment celui des énergies, avec aussi nos événements, donc notamment les mimes. Vous pourrez retrouver dans cette partie-là effectivement les mimes et avec aussi des propositions, en fait, des guides. Notamment là, sur le secteur de l'énergie, on a un guide sur les premières formations du 3NC parce que comme vous l'a dit Vincent, autour du projet 3NC, en fait, il y a un déploiement de formation pour pouvoir répondre effectivement aux besoins des entreprises. Et aussi, nous avons un guide sur la transition, les métiers de la transition écologique, autour donc des bac+2, des bac+3, mais aussi des bac+5. Hein. On a entendu parler de BTS, mais aussi de BUT, de licence pro et après de master ou alors d'école d'ingénieur. Et vous pourrez retrouver toutes ces informations-là sur Destination Métier, donc sur la partie s'informer sur les métiers. On a aussi, comme vous le voyez ici, des escape games, des ressources en fait plus littéraires où vous allez pouvoir aussi vous informer tout simplement, vous professionnaliser pour pouvoir, et je rebondis sur ce que disait Johan, avant d'aller vers votre parcours de formation, faire une enquête finalement métier et vous dire est-ce que je me vois dans cet environnement de travail? Est-ce que je me vois avoir ce rythme de travail, être dans une centrale ou alors plutôt être dans un bureau, être à l'extérieur? Voilà, toutes ces questions, il va falloir vous les poser. Et donc, en termes de ressources aussi, donc vous pourrez saisir le QR code, vous voyez. On a l'agence effectivement a créé un site internet métier d'avenir et du nucléaire qui est vraiment intéressant dans le sens où, comme l'a présenté Vincent, il va présenter les métiers et les formations par thématique, la conception, l'électrique, la chimie, etc. Et vous avez des témoignages vidéo, des formations et c'est alimenté très régulièrement puisque donc la cellule travaille dessus. Et là, vous voyez, c'est l'exemple en fait de Lola qui est à l'ENSI de Caen et qui est ingénieure dans le génie nucléaire et énergie. Donc voilà, toutes ces informations-là. Normalement, on devait terminer par... ah oui, alors aussi, je voulais juste évoquer, je pense que le lycée Pablo Neruda a été inscrit dans ce dispositif. L'agence aussi a proposé des ateliers pour vous présenter finalement le secteur des énergies, la mixité dans les énergies et également donc un focus sur le nucléaire. Je pense que vous êtes déjà bien informés par rapport à tous ces éléments-là, mais là, ça va plutôt peut-être intéresser votre enseignant qui pourra vous inscrire dans ce programme en fait d'ateliers qui sont proposés par l'agence. Alors enfin, en termes de questions-réponses, je pense que vous y avez répondu régulièrement, Vincent et Johan. Est-ce qu'on a d'autres questions, Francesco? Parce que moi, je ne les vois pas. Je vois pas d'autres questions. Non, pour pas l'instant, d'autres non. questions. C'est Bon, juste important écoutez, aussi, c'est n'hésitez pas, oui. si vous avez d'autres questions a posteriori, à nous les transmettre et aussi nous faire de vos retours sur ce webinaire. Oui, sur cette présentation. Bien sûr, Monsieur Agricole, n'hésitez pas, vous avez mon mail, hein, à nous retransmettre effectivement vos questions et plus. En tous les cas, merci Vincent, merci Johan. Et donc, on espère que ça a éclairé votre projet de formation et votre projet Merci à professionnel. vous. Et merci de Belle votre intérêt. journée. Bonne Au journée. revoir.